Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Pour l'actualité, différentes personnalités, notamment des dirigeants, des experts et des scientifiques et des chercheurs dans le domaine des preuves juridiques scientifiques sont réunis à Kigali où ils examinent ensemble comment perfectionner l'écosystème des sciences médico-légales en Afrique. Le point avec Assim Youssouf. Ils sont plus de 500 participants en provenance de 54 pays à travers le monde, dont l'ambition est de conjuguer les efforts pour trouver des solutions aux problèmes qu'on observe encore dans le domaine des sciences médico-légales afin que des services de qualité soient accordés à ceux qui en ont besoin. Le ministre rwandais de la Justice, le docteur Emmanuel Ogirachebouja, est revenu sur le pas que le Rwanda a déjà franchi dans ce domaine et comment il continue à apporter du soutien à la justice. Le Rwanda a choisi de placer la justice dans ses priorités, dans l'intérêt de sa population, en investissant dans ce secteur afin que la justice de qualité soit rendue à la population. Comme résultat, beaucoup des réformes ont été réalisées dans ce secteur, notamment que l'Institut rwandais de sciences médico-légales a obtenu un statut indépendant, jouissant de l'indépendance dans son travail et octroie des services et des preuves médico-légales dans la liberté. Avoir un tel institut qui procure à nos tribunaux et d'autres organes du système judiciaire des preuves médico-légales scientifiques et technologiques, c'est une chose importante pour la population du Rwanda lorsqu'elle veut que la justice lui soit rendue. Le ministre Ogirachebouja a en outre indiqué que le Rwanda est prêt à fournir davantage d'efforts dans ce domaine pour apporter à la population une justice de qualité. Notre pays s'apprête à travailler et à collaborer pour soutenir les programmes qui donnent des solutions aux problèmes qu'on observe encore sur le continent africain. Par exemple, la recrudescence des crimes de violence basés sur le genre et des violences sur les enfants, où l'organe des sciences médico-légales est très nécessaire dans l'octroi de justice par rapport à ces accusations. Nous sommes confiants que cet organe va jouer un rôle dans l'aboutissement de ces procès. Le directeur général de l'Institut rwandais des sciences médico-légales, le docteur Charles Karangwa, souligne notamment qu'après près de 20 ans de développement inlassable en tant que laboratoire de services médico-légal, l'Institut rwandais des sciences médico-légales a franchi en 2023 une nouvelle étape incluant davantage de services et élargissant sa mission aux aspects de formation et de recherche. Parlons maintenant des analystes politiques de la région qui ont exprimé leur inquiétude concernant l'implication et la collaboration continue de la République démocratique du Congo avec les FDLR. La télévision rwandaise a pu joindre certains de ces analystes, suivant donc ce récit de Patrick Nyilidandi. Il y a quelques jours, les représentants du Rwanda, de la République démocratique du Congo, RDC et de l'Angola ont conclu un accord important pour maintenir un cessez-le-feu entre les parties en conflit en République démocratique du Congo, en vigueur à partir du 4 août 2024. Dans le cadre de cet accord, il a également été décidé que les FDLR devaient être désarmés. Les analystes ont constaté que cela ressemblait à un rêve de la part de la RDC sous la base des informations parues dans la presse, mais aussi de certaines déclarations qui démontrent la volonté de ce pays d'accueillir certains acteurs de premier plan qui ont planifié les génocides contre les Tutsis et qui ont purgé leur peine pour les crimes liés à ces génocides. Le génocide a été orchestré par l'ancien gouvernement intérimaire, dirigé par un groupe népotiste dirigé par Sigira Nyirazo, le frère d'Agatha Gasiga, épouse de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Parmi les personnes recherchées figurent le lieutenant-colonel Alphonse Nezilyayo, ainsi que Mugiraneza Prosper, qui a été ministre de la fonction publique et du travail. Parmi les autres personnes recherchées figurent le major François-Xavier Nzone Meye,
et le capitaine Innocent Sagahotu, qui était commandant en second du bataillon de reconnaissance. Le gouvernement de Kinshasa voudrait donner asile à ces individus et le président Tshisekedi a envoyé un émissaire dans le pays où se trouvent ces individus, alors qu'en même temps, le processus de paix se poursuit et que des efforts sont en cours pour désarmer le groupe FDLR. Hagati y'u Rwanda na Congo kandi baganira ku mutekano w'ibyo bihugu byombi banaganira no kurandura umutwe wa FDLR. Selon les principes juridiques, les personnes qui ont purgé leur peine ont droit à leur liberté. Cependant, Dr Moulefou Alphonse souligne que cela pourrait avoir des implications importantes pour la mise en œuvre des pourparlers de Luanda. I would say that the decision is not illegal. Cela peut avoir des répercussions sérieuses, surtout en plein pourparlers de Luanda, d'autant plus que le Rwanda accuse la RDC de collaborer avec des forces ayant participé au génocide perpétré contre les Tutsis et qui a diffusé l'idéologie de la haine dans la région. Il y a lieu de se demander si les objectifs poursuivis par la Cour pénale internationale seront atteints, ceux de ramener la paix dans la région à la fin des différents procès. C'est ce que confirme encore Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, qui note que de telles actions reflètent une dualité d'approche de la part des parties impliquées dans la question, ce qui complique les pourparlers en cours visant à parvenir à la paix. Aujourd'hui, dans la manière dont les discussions se déroulent, nous voyons ceux qui n'ont pas la volonté, alors que récemment, ils disaient que le Rwanda était l'obstacle à la recherche de la paix. Dr Moulefou souligne également qu'au-delà du manque de volonté, cette situation renforce davantage la collaboration directe entre la RDC et les forces des FDLR. L'ennemi de la paix a déjà été identifié. Il s'agit des FDLR. Leurs actions et celles de leurs alliés montrent à suffisance leur désir de jeter de l'huile sur le feu. Dr Bizimana Jean Damascène s'étonne qu'il puisse exister un pays au monde qui légitime de manière persistante l'idéologie du génocide et ses auteurs. Je ne connais aucun autre pays au monde où des individus qui ont tué plus d'1 million de leurs propres concitoyens, commis un génocide, puis se sont enfuis vers un pays étranger, soient accueillis à leur retour, comme cela s'est produit en RDC. Ces pays étrangers les soutiennent même après 30 ans, les sanctifient et les absous de leurs crimes et leur réservent une terre d'accueil afin de les aider à poursuivre leur programme génocidaire, comme s'ils estimaient que leur mission n'était pas encore atteinte. Au début, un document demandait au Niger de renvoyer les personnes qui avaient purgé leur peine pour des crimes liés au génocide contre les Tutsis, leur permettant de résider en RDC. Ce document ensuite a été accusé d'être un faux. Cependant, un document confidentiel, divulgué ultérieurement par le mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux, est venu éclairer la lanterne. Les pays qui se servent du corridor nord s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de lutter contre les accidents de la route qui coûtent la vie à plus de 250 000 personnes chaque année sur le continent africain. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé montrent que le taux des accidents a diminué de 5% au niveau mondial dans les 10 dernières années, alors qu'il a augmenté de 17% en Afrique. Le professeur Liévin Chiroy-Leroy, directeur du programme de développement et de gestion des infrastructures au sein de l'autorité de coordination de transit et de transport du corridor nord, estime que les pays africains doivent travailler ensemble pour renforcer la sécurité routière. Cette campagne, elle a commencé au Kenya, ensuite en Ouganda, et le Rwanda, c'est le 3e pays dans lequel nous sommes, afin de conduire la campagne selon les directives de notre conseil d'administration. Et voilà, donc nous sommes ici. Nous avons eu l'opportunité d'aller de Nyabugogo, ici où nous sommes, jusqu'à Kagitumba, en passant par Nyagatare, et où des messages clés, ainsi qu'à Kayonza, bien sûr, où des messages clés ont été adressés
à 3 types d'usagers de la route. D'abord, les conducteurs. On leur a dit que c'était des gens très importants avec les véhicules qu'ils conduisaient et qu'ils devaient être très prudents au volant pour ne pas perdre des vies de gens ici au Rwanda. Ensuite, qu'ils ne devaient pas conduire en état d'ivresse, mais également en essayant de ne pas aussi rouler à vive allure pour pouvoir perdre des vies. Nous leur avons dit également que leur véhicule doit être en bon état, parce qu'un véhicule qui ne s'est pas freiné, par exemple, peut également causer des accidents pendant que le chauffeur, il est très bon, mais le véhicule le lâche. Ça arrive également. Alors, nous nous sommes également adressés aux conducteurs de motos qu'on appelle les boda-boda, et on leur a dit qu'ils doivent être également prudents. Les vies de personnes sont tellement chères, parce que nous avons vu la tranche d'âge des personnes qui sont impliquées dans la conduite des véhicules, des motos et des taxis. Ce sont des jeunes tous. Et si nous les perdons, le Rwanda va perdre des contributeurs à l'économie du pays. Et donc, nous demandons à ce qu'ils soient vraiment très prudents. Nous étions avec les responsables de la police qui nous ont aidés parce que ce sont les premiers qui sont sur la scène quand il y a accident. Et le message pour pouvoir réduire le temps de conduite, nous avons donné ce message-là. Ils ne doivent pas conduire pendant de très longues durées parce qu'ils vont se fatiguer et causer des accidents. Mais en plus de ça, le corridor nord pour lequel nous travaillons est en train de mettre sur pied un projet qu'on appelle le projet d'arrêt et de repos le long des autoroutes, afin que les chauffeurs, projet d'arrêt et de repos, en anglais ça s'appelle roadside station, pour que les chauffeurs puissent se reposer, mais pendant qu'ils se reposent, on peut aussi inspecter leur véhicule. Et également, ils peuvent s'approvisionner, avoir un petit supermarché, avoir du carburant, et c'est un grand projet qui peut être soutenu à la fois par le gouvernement, mais également par le partenariat public et privé. Et nous avons recommandé que tous les États du corridor nord, les 6 États, c'est-à-dire le Rwanda, le Burundi, la RDC, le Soudan du Sud et l'Ouganda, lorsqu'on va faire de nouveaux projets d'autoroute, que déjà on puisse faire une réserve pour pouvoir, le long des autoroutes, avoir des endroits où construire ces stations d'arrêt et de repos. Le Rwanda est le 3e pays à lancer une vaste campagne de lutte contre les accidents de la route dans les pays du corridor nord qui se servent du port de Mombasa. Le corridor nord compte notamment le Kenya, le Soudan du Sud, le Burundi, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. On continue avec l'actualité pour parler de l'Office rwandais en charge de la promotion du développement, qui a tenu ce mercredi une conférence de presse en vue de présenter un état de lieu des préparatifs de la 20e cérémonie de nomination des bébés gorilles, connue sous le nom de l'appellation Kwitizina. La directrice générale du département en charge du tourisme au sein de RDB, Rugwizangoga Michaela, a déclaré que cette année, il y a 22 bébés gorilles, il s'agit de 22 bébés gorilles, donc sur un total de 395 bébés gorilles déjà nommés au cours des 20 dernières années. Elle s'est félicitée du fait que la cérémonie de dénomination est devenue une plateforme pour démontrer les efforts du Rwanda pour protéger l'environnement et prendre soin de l'écosystème. La directrice générale du département en charge du tourisme au sein de RDB s'est donc entretenue auprès de RBA. Le Kwitizina en soi est un événement assez unique au niveau mondial parce que c'est le seul événement où on réunit les acteurs de la conservation, les acteurs du secteur privé, les membres du gouvernement, etc. pour célébrer une espèce animale qui était, il y a quelques années, vraiment en danger. Au fur et à mesure des années, Kwitizina a donné de la visibilité au travail fait par le gouvernement rwandais et a donné de la visibilité au travail fait par les staffs du parc,
Parmi les namers, on a eu des rangers, on a des gardes, des gens qui travaillent au parc. Dans l'histoire de l'évolution du parc des volcans, on a des gens qui étaient des braconniers qui aujourd'hui sont des protecteurs des gorilles. Et donc donner cette plateforme a fait en sorte que la protection des gorilles, l'importance de la conservation est non seulement visible, mais aussi est comprise par les populations locales. On continue l'actualité pour parler donc de l'Office rwandais. On continue pour parler de Rwanda qui a par le biais du ministère de l'administration locale apprécie la contribution de divers partenaires qui interviennent dans la lutte contre la pauvreté. Le ministre Jean-Claude Musabimana a fait cette indication alors que l'organisme non gouvernemental World Vision lançait le projet de développement qui, à l'horizon de 2030, devra appuyer les programmes d'éradication de la pauvreté au Rwanda. On a lancé officiellement la phase 2 du programme et de graduation, et disons de voir comment on peut tirer l'homme de l'extrême pauvreté pour arriver à au développement durable. Et nous avons aussi d'autres programmes que nous collaborons avec World Vision, y compris le programme de l'éducation, le programme de santé et aussi le programme d'éduquer les enfants aux valeurs chrétiennes aussi. Ce sont ces programmes et nous apprécions bien sûr la collaboration entre les églises chrétiennes au Rwanda et World Vision. C'est une approche qui va bien sûr changer beaucoup, disons, qui va être bien sûr intégrée dans les autres approches que nous avons nous-mêmes, mais aussi l'approche que le gouvernement a dans NST2, NST2. Et alors cette approche bien sûr qui engage toute la population, qui engage toutes les institutions qui œuvrent dans le développement intégral du Rwanda et va nous aider beaucoup. Et aussi ce que j'ai vu, on a bien sûr insisté sur, disons, le citoyen rwandais dans son développement. C'est une approche qui va bien sûr nous aider. Aussi, cette approche qui est intégrale et qui va durer peut-être 5 ans, 6 ans et qui a aussi les moyens, ça va aider bien sûr dans la graduation. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer un excellent programme tout de suite. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.